parce qu'il devrait fournir un service, mais également on peut lui générer un stub parce que lui-même il a besoin d'accéder à d'autres services distants, c'est-à-dire dans un service, dans un système distribué classique. Sinon, c'est pour cela qu'on peut utiliser l'option moi fall. Alors moi fall, donc si vous voulez générer tout, c'est-à-dire vous générez bien aussi bien le stub et le skeleton. Et après, si vous souhaitez qu'il vous affiche des messages au moment de la compilation, vous utilisez l'option moi veille. Alors cette compilation, une fois qu'elle est assurée, donc ici il n'y a pas d'erreur, donc mais si généralement s'il y a un point virgule qui manque, s'il y a des choses qui manquent, vous trouverez donc les erreurs de compilation ici. Comment on peut spécifier l'adaptateur? Oui, ça je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il faut déjà comprendre que par défaut il utilise le POA. Alors on va essayer de parler de ça et après on va spécifier, on va parler des adaptateurs d'objets. Alors maintenant, on revient sur le projet et on va regarder ce qui a été généré. On aura besoin d'actualiser. Exactement. Alors, vous voyez déjà, la première des choses, c'est que vous avez un package. Alors, le package porte le même nom que le module. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui a été généré? Donc, il y a un ensemble de classes et d'interfaces. Tout d'abord, on va commencer par les structures. Alors, déjà, pour chaque structure de votre IDL, il y a une classe qui va être générée. Alors, il y a bien sûr il y a la classe compte. Alors, sauf que c'est une classe compte qui est une identité, plutôt c'est une entité Corba. C'est pour cela que la classe compte générée, c'est une classe qui implémente une interface qui est définie par Corba qui s'appelle IDL entité. Donc, généralement, c'est des classes qu'il ne faut pas changer. Et vous trouverez donc les attributs. Il y a le code, il y a le solde, avec un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Pas de getters et setters parce qu'il suppose que l'attribut est public. De toute façon, c'est des propriétés, donc ils sont accessibles. Ça, c'est la première. Deuxième, il va vous générer l'interface, parce qu'en fait, c'est l'interface idéale. Nous, on a besoin d'une interface Java. On va trouver l'interface qui s'appelle Operations, et donc Remote Operations. Alors ici, donc, vous trouverez l'interface Java correspondante. Alors ici, donc, ça, c'est le nom de l'interface. Vous voyez bien, donc, ça, c'est la méthode conversion. La méthode getCount retourne un objet de type count et getCount va retourner un tableau de compte. Donc on voit ici donc l'équivalent. Et après, il y a d'autres classes qui sont générées. Parmi ces classes, il y a le stub. Alors ça, c'est le stub. Normalement, ce stub-là, il va être utilisé plutôt par le client, non pas par le serveur. Et après, il y a le skeleton. Alors en fait, le skeleton, c'est une classe qui porte le même nom que l'interface et qui se termine, vous voyez, par défaut par POA. Alors ici, donc, eBank Remote POA, ça représente le skeleton à utiliser. Et après, par la suite, vous trouverez qu'il y a d'autres interfaces et d'autres classes qui sont générées. Il y en a celles qui vont être utilisées par le client et d'autres qui vont être utilisées par le serveur. Alors maintenant, une fois que vous faites la compilation IDL, on aura besoin de générer maintenant, implémenter le service. Hein? Alors pour implémenter le service, je vais créer une classe que je vais appeler banque service implémentation. Alors, on va le mettre dans le paquet servant. Alors en fait, AsService Corba, c'est une classe qui hérite du skeleton. C'est-à-dire que c'est une classe qui va hériter de l'interface. Alors en fait, le skeleton porte le même nom que l'interface et il se termine par PO. Donc ça, c'est la manière avec laquelle vous pouvez le retrouver. Alors quand vous héritez du skeleton, vous allez voir qu'il va vous obliger de redéfinir les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Donc c'est bien une classe abstraite qui elle-même implémente déjà l'interface. Alors, on redéfinit les méthodes. Alors, vous voyez donc, c'est-à-dire que si vous avez fait l'IDL, c'est que le programmeur, lui, quand il va implémenter le service distant, il n'a qu'à respecter la structure qui est définie dans l'IDL. Alors ici, donc, la méthode conversion, on va retourner le montant multiplié par 11,3. Ici, on va faire plus simple, on va retourner un compte, new count, avec un code. On va prendre le même code avec un solde aléatoire. Et après, ici, on va retourner un tableau de compte.
new compte, 3 comptes par exemple. Compte de 0 égale new compte. Ça c'est le code 1. Et on va faire pareil pour les deux autres. Donc ça c'est une simple implémentation. 1, 2. Oui, tout à fait. Et après, on va retourner les comptes. Les numéros de compte, on va changer, oui, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, je viens d'implémenter le service Corba. Donc ça, c'est Alors maintenant, ce service-là, il doit être déployé. Il nous faut un serveur Corba. Et pour cela, donc soit qu'on crée un serveur, soit qu'il y a un serveur qui existe déjà. Donc il faut juste le déployer. Alors si vous travaillez avec un serveur d'application J2E, vous devrez savoir qu'il y a un conteneur Corba qui est défini. Et du coup, donc, un service Corba dans un projet J2E donc, peut être déployé aussi sur un serveur d'application J2E. Sinon, comme on est dans un projet Java, on va créer un serveur. Juste avec la classe compte. Oui. On a utilisé la classe qui a été générée. Oui. Alors ça c'est très important, c'est Donc, que. on va utiliser avec la classe métier qui est dans la bouche métier. Alors ça c'est le grand problème qui est posé dans Corba. Alors supposons que parce qu'en fait le service lui-même il fait appel à la couche métier, n'est-ce pas? Supposons que la couche métier il va vous retourner un objet de type compte, mais vous savez que l'objet qui est retourné par la couche métier c'est un objet compte qui n'a rien à voir avec la classe compte qui est générée par Corba. Et dans la couche métier, je ne peux pas également utiliser la classe compte qui est générée par Corba parce que ce sont deux couches qui sont complètement différentes. Ben, et du coup, donc, avec Corba, on est obligé de faire ce qu'on appelle le mapping entre les objets métiers et les objets Corba. Quand j'appelle la couche métier, il me donne un objet. Je devrais transférer les données de l'objet métier vers l'objet Corba. Autrement dit, en fait, les méthodes, l'objet, le servant Corba ou bien l'objet distant Corba, il ne peut retourner que les types qui sont déclarés dans l'IDL. Autrement dit, il ne peut retourner que les types sérialisés par Corba. Et pour qu'un objet puisse être sérialisé par Corba, il devrait respecter des règles. Et qu'est-ce qu'il devrait respecter? Ben, ça doit être forcément une classe qui doit implémenter une interface IDL entité. Donc, quand vous dites IDL entité, mais également le client devrait savoir qui a cette classe. Il dit que donc, pour que le client puisse savoir qui a cette classe, le client, qu'est-ce qu'il a? Il a que l'IDL. Donc, ce qui fait qu'on ne peut utiliser que les types qui sont fournis dans l'IDL. Alors, en tout cas, donc ça, c'est le service implémenté. Maintenant, on va créer le serveur. Alors, le serveur Corba, alors, pour créer le serveur Corba, on aura besoin de procéder aux étapes suivantes. Tout d'abord, il faut initialiser l'ORB. Alors, pour initialiser l'ORB, on fait appel à une classe abstraite ORB qui est fournie par Corba. Donc, l'ORB égale ORB.la méthode init. Alors, maintenant, quand on va initialiser, on aura besoin de lui spécifier quelques paramètres. Tout d'abord, le premier paramètre, c'est un tableau de chaîne de caractères qui représente les paramètres. Parce que quand je démarre le serveur, parfois on a besoin de lui transmettre quelques paramètres. Parmi les paramètres, on peut spécifier, par exemple, l'adresse IP où se trouve l'annuaire et le port de l'annuaire. Parce que le serveur Corba, il a besoin de se connecter vers l'annuaire. Et on peut spécifier d'autres paramètres. Alors ici, donc, il n'y a pas de paramètres, on va utiliser args, c'est-à-dire que c'est un tableau de chaîne de caractères qui est vide. Et après également, on peut spécifier un tableau de propriétés, un objet properties dans lequel on peut spécifier d'autres paramètres. Alors ici, donc, je ne vais pas l'utiliser. Je vais supposer que par défaut, je vais prendre les paramètres par défaut. Et les paramètres par défaut, c'est que l'annuaire se trouve en localhost et que le port utilisé par l'annuaire, c'est 900.
Donc ça, c'est pas les paramètres par défaut. Sinon, après, par la suite, on peut les changer. Donc, une fois que l'ORB est initialisé, alors sachant que quand on va initialiser l'ORB, il fait un certain nombre de choses. Alors, je reviens vers l'architecture de tout à l'heure. Alors, l'ORB, il crée un POA. Quand vous initialisez, il crée automatiquement un POA manager. Alors, maintenant, ce POA manager, il faut le récupérer, il faut l'activer. Alors, c'est pour cela il faut procéder à l'opération suivante. Alors, on va déclarer le POA. Je vais l'appeler root POA égal. Alors, on le récupère avec orb.resolve initial reference. Alors, par défaut, s'appelle root POA. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'ORB, il est déjà créé, mais il est déjà instancié, il est managé par l'ORB. Si vous voulez le récupérer, vous faites appel à la méthode resolve initial references et vous lui donnez le nom de, en fait, le nom, c'est root POA. Donc, vous récupérez le POA manager. Alors, sauf que maintenant, il reste un problème de casting. Parce qu'en fait, vous récupérez la méthode, il retourne un objet de type object, Corba, et après, on va le caster. Alors, sauf qu'avec Corba, on va pas caster comme ça, comme d'habitude. Ben, il faut le faire avec une méthode spéciale. Si vous voulez caster par exemple en POA, il faut faire appel à une classe qui s'appelle POA helper. Il y a une méthode qui s'appelle narrow. Alors maintenant, vous devrez... Alors maintenant, ça c'est un problème des exceptions. On va faire try catch. Alors regardez bien, quand vous voyez une classe qui se termine par helper.narrow, ben c'est tout simplement c'est que vous êtes en train de prendre un objet de type object Corba et il va le caster en POA. Donc si vous voyez par exemple, vous voulez faire un casting vers l'interface X d'un objet, l'interface X, par exemple X, il faut chercher une classe qui s'appelle X helper.narrow et vous lui donnez l'objet. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet objet-là, il va être casté en X. Ça, c'est juste une question d'adaptateur. Alors, en fait, ça c'est fait... Enfin, l'implémentation de Corba, elle est comme ça parce qu'en fait, il y a dans d'autres langages de programmation, il n'y a pas de cette notion de casting. Donc, il a prévu, c'est-à-dire que vous travaillez avec COBOL ou bien avec C++, le casting, vous allez le faire toujours de la même manière. Vous appelez la méthode narrow. Mais c'est des classes qui helper, donc c'est forcément ils sont faites pour ce fait. C'est bon? Alors maintenant, il faut activer le POA manager. Root POA. Point. La méthode s'appelle de POA manager. Point activate. Alors le POA manager maintenant il est activé. Alors vous voyez donc ces trois lignes de code, ils vont permettre au serveur d'activer tout simplement le POA manager. Je vous rappelle que le POA manager, c'est un objet qui va se charger, soi-disant c'est le contrôleur, soi-disant du serveur Corba. Toutes les requêtes qui sont envoyées par les clients, ils vont passer par le POA manager. Et c'est lui qui va les analyser et c'est lui qui va se charger de faire appel à l'objet distant via son skeleton. Et après maintenant, l'étape suivante, on va créer l'objet distant. On va l'instancier. Donc banque service. Comment l'appeler déjà? Ah, back. Banque service. On va le renommer.
banque service implémentation. Alors ça c'est l'objet distant, égale new banque service implémentation. Et après, qu'est-ce qui reste? On va le publier, on va publier sa référence. Donc on va enregistrer sa référence dans